On arrive à dérisquer des sujets, réduire le tempo opérationnel et jouer vachement de l'effet réseau que tu sais qui est dans un écosystème est important pour aller chercher tous les shortcuts pour opérer le plus vite possible. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Alors que nous semblons entrer dans une nouvelle phase de l'innovation, notamment dans l'assurance, alors que les investissements diminuent principalement pour les startups les plus matures, alors que les jeunes pousses continuent à entrer sur le marché, à minima en France, deux groupes semblent se former. D'un côté, les acteurs de l'assurance qui mettent le holà sur leurs initiatives d'innovation, et de l'autre, ceux qui voient dans le contexte actuel de bonnes opportunités d'accélérer. C'est dans ce contexte donc, et après avoir échangé dans un précédent épisode sur les corporate VC, que je vous propose d'échanger sur la thématique du Startup Studio. On a la chance de recevoir ce mois-ci Patrick Amiel, fondateur de 321 Funded, le corporate startup studio le plus en vue du moment. L'occasion pour nous de détailler les bénéfices que cela peut apporter à un grand groupe comme outil d'innovation. Salut Patrick, merci de prendre un peu de temps pour échanger ensemble. Bonjour Florian. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà ? Quelques mots. Je fais partie des vieux de la vieille puisque j'ai 50 ans, un background plutôt entrepreneurial. Donc à retenir, j'avais avec mes 4 associés cofondé une boîte en 2006 qui était une marketplace où on mettait en relation des particuliers et des professionnels. C'était au moment où il y avait eBay sur lequel tu pouvais acheter et vendre des produits. Nous, on a fait un service sur lequel tu pouvais acheter et vendre non pas des produits mais du service. Donc tu voulais parler à un prof de maths, un astrologue, un avocat, peu importe le domaine, on faisait de l'intermédiation entre des particuliers et des professionnels qui avaient un service à proposer. Et suite à ça, après 11 ans d'entrepreneuriat en 2017, je savais pas trop quoi faire et pour faire très simple, j'ai eu le feeling que ce que j'aimais faire, c'était monter des boîtes en étant assez opérationnel, donc pas forcément dans la case investisseur, pas forcément dans la case entrepreneur à repartir chez Ikea, acheter des meubles, en se disant est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle à inventer de startup studio où au lieu d'en créer une, on va en créer plusieurs, avec une particularité, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'or dans les mains mais qui le leveragent pas bien, qui sont les grandes entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen à imaginer pour lancer des boîtes avec eux ? Et donc, ce Startup Studio, puisque tu as utilisé le terme, c'est 321 Funded. Parfois, on parle de Venture Builder, parfois Corporate Innovation as a Service. Comment tu le définirais et résumerais le concept en quelques mots ? Alors, je rajouterais un mot devant Startup Studio, c'est Corporate. Donc, on est un Corporate Startup Studio, c'est une structure où, avec la particularité, c'est que nos co-actionnaires sont des grandes entreprises ou des ETI. On va se poser la question, est-ce qu'il y a une opportunité de marché ? Si on confirme qu'il y a une opportunité de marché après 2 mois d'analyse, on va donner vie à une nouvelle entreprise dans laquelle on va pouvoir opérer de façon totalement autonome. Pour être provoque un peu, on va aller chercher la force du mammouth sans son inertie, mais ça résume bien un peu notre pensée et je pense que là on peut être très très fort si on arrive à aligner les forces des uns et des autres. Donc on va chercher des entrepreneurs qui vont prendre le lead de cette nouvelle structure, aller développer l'activité sur laquelle qu'on a un peu dérisqué avec notre partenaire corporate. Super intéressant et ça résonne bien avec les différentes briques dont les corporates doivent se munir pour avoir une chance d'innover. Et justement, tu évoquais tout à l'heure, en fait, si on reprend un peu depuis le début, l'idée, elle vient du coup plutôt de chez vous, elle est plutôt justement échanger avec un corporate ou comment ça marche ? Vous identifiez une opportunité, vous allez pitcher le marché en disant « Ah tiens, est-ce que vous voulez nous soutenir ?» Ou à l'inverse, ça vient de « J'échange avec tel ou tel corporate et de cet échange-là vient l'opportunité de marché qui va répondre à leurs besoins spécifiques. » Une fois ou deux, on a eu une idée, on allait la proposer à une boîte pour qui ça avait beaucoup de sens. Et là, tu as une inertie qui est colossale parce que ils ont pas de besoin. Faut trouver la bonne personne pour qui le besoin est assez critique, qui à ce moment-là a la capacité d'investissement. Donc il faut aligner un nombre de planètes qui est colossal et ça n'a jamais marché. Donc maintenant, non, c'est plutôt des ETI ou des boîtes du CAC 40 qui viennent nous voir en disant premier cas de figure, c'est une logique un peu défensive. On est attaqué par telle boîte sur tel segment, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou on a identifier une opportunité de marché qui est là, mais on se pose plein de questions. Et en général, les questions sont à 2 niveaux. C'est est-ce que c'est une bonne opportunité ? Et puis l'autre qu'il faut pas oublier, c'est est-ce qu'on sait prendre le marché ?
dans le fameux go-to-market. Soit le troisième cas de figure, c'est un collaborateur en interne de la boîte qui a une expertise, un savoir-faire ou qui a mis le doigt sur quelque chose. Et là, comment on l'assesse et comment on passe à l'échelle. Et ce que je partageais il y a pas très longtemps, dans 30% des cas, après 2 mois d'analyse, on arrive à la conclusion qu'il est très très urgent de ne rien lancer. Donc en gros, qu'il y a trop de signaux négatifs. Et en tout cas, nous, notre cause, c'est surtout de ne pas y aller. Et dans 70% des cas restants, c'est oui, il y a une opportunité, mais c'est rarement celle qu'on a imaginée il y a 2 mois. C'est intéressant. Donc effectivement, et pour faire le lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure, tu disais on n'est pas une boîte de conseils, il y a quand même effectivement toute cette analyse de marché au tout début qui, je l'entends, dans 70% des cas, aboutit sur un projet que vous allez peut-être lancer ou explorer, mais c'est pas forcément ce qui était prévu au début. Intéressant aussi de voir que dans 30% des cas, au final, c'est peut-être un buzzword mais il n'y a pas forcément d'opportunité de marché réelle, ou en tout cas personne la voit autour de la table. Et c'est là où c'est un peu schizophrène comme approche, c'est que nous, notre métier, c'est de lancer les boîtes. Et si à un moment on pense qu'il y a trop de voyants rouges, il est urgent de pas y aller, et à ce moment-là, d'avoir des actions à terme d'une boîte dans laquelle on ne croit pas depuis le début, c'est juste impossible. Donc le fait d'avoir ensuite d'être présent dans la cap table de la boîte permet d'aligner les intérêts sur des périodes longues et pas d'avoir une logique de facturer pour facturer en conseil. Le but, c'est de monter des boîtes qui performent, quoi. Ça permet effectivement d'aligner les intérêts et de pas juste répondre à l'envie du moment, et peut-être d'orienter dans une autre direction qui paraît plus pertinente et plus intéressante. Tu as évoqué 2 éléments dans ton approche. Il y en a un troisième qui est évidemment l'équipe. C'est quand même un des gros sujets. Une fois que vous avez identifié un projet, comment tu mets en place l'équipe? Parce qu'on sait, c'est un des gros enjeux, notamment pour les corporates, d'attirer, parfois de garder les talents, même sur des initiatives d'intrapreneurs, parce que finalement vous êtes de l'intrapreneurship mais externalisé, si je peux résumer ça comme ça. Du coup, voilà, comment tu fais? C'est quoi tes secrets pour construire une équipe autour de toi et autour d'un projet qui est appuyé par un grand groupe? Alors déjà, je rebondis sur un point. On fait pas d'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, ça supposerait que l'idée soit née au sein de l'entreprise, portée par un collaborateur, que ce soit lui qui en assure le développement, qui reste dans le giron du corpo, ce qui est absolument pas notre cas. Nous, on va identifier une opportunité et ensuite se poser la question quelle est la bonne façon de l'exécuter. Donc en gros, au bout de 2 mois, en général, on arrive à se dire il y a une opportunité. On a déjà une idée du go-to-market, parce qu'on va pas attendre 18 mois pour commencer à y voir clair sur la façon de commercialiser. On l'anticipe énormément. On a une idée du besoin de financement. On a une idée également des profils dont on a besoin. Et à ce moment-là, donc ce qu'on fait au niveau de l'équipe, c'est assez particulier. Donc à partir du moment où on se met d'accord avec notre partenaire qui va financer le tour de seed, qui est un corpo, à ce moment-là, on a quelqu'un de chez nous qui est un entrepreneur en résidence qui du jour au lendemain prend le lead. Quand je dis du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain. Et dans ces cas-là, elle ou lui a 3 missions. Un, c'est de réunir autour de lui ou elle une équipe pour commencer à opérer. Deuxième enjeu pour cette personne, c'est de mettre en ligne une première version au bout de quelques mois. Et dès que c'est en ligne, d'aller chercher les premiers users ou clients. C'est quelqu'un qui va porter par intérim le lancement de l'activité et on n'a pas le temps d'attendre 6, 7, 8 mois à trouver la bonne personne. Donc pour pas perdre de temps, le marché évolue, ils vont pas attendre qu'on recrute la bonne personne. Pour coller au tempo du marché, c'est ce qu'on fait. Parallèlement à ça, dès le premier jour, on a notre équipe de talent acquisition qui va chercher les fondeurs qui vont entrer au capital. Et ensuite, donc on va sourcer des gens qui sont sur le marché, et je vais y revenir. Et 2, l'entrepreneur en résidence qui a porté l'activité peut candidater si le sujet lui plaît. Et dans ce cas-là, c'est un candidat parmi d'autres pour être CEO ou CTO de la boîte. En fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est comment on s'organise, c'est que déjà avec nos réseaux perso, on arrive à avoir pas mal de gens qui tapent à la porte en disant ça m'intéresse de lancer une nouvelle boîte, et on voit qu'il y a beaucoup de serial entrepreneurs qui se disent pour mon coup d'après, soit il y a plusieurs cas de figure, soit déjà, et c'est pas mal le cas en ce moment, j'ai planté ma boîte précédente et c'était dur et compagnie et je me sens pas de me relancer seul, soit j'ai envie de relancer un truc mais j'ai pas la bonne idée, j'ai fait un truc qui était pas trop mal, mais le coup prochain, j'ai envie d'aller faire un truc plus gros et ensemble, on sera plus fort. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème de pipe, de profil potentiel. Vu qu'on crée 6-7 boîtes par an, de trouver 6-7 CEO, c'est aujourd'hui, vu le pipe qu'on a, c'est pas une difficulté. Ça répond à une des questions que j'avais effectivement sur la volumétrie, c'est quand même pas mal, 6-7 boîtes par an, c'est un bon rythme. Et justement, est-ce que tu as un exemple pour un peu rendre tout ça un peu plus concret, voilà, au quotidien, comment ça se passe, quels sont les échanges d'ailleurs avec les grands groupes, comment ça se structure? Donc tu as bien expliqué la phase amont, qui est le dégrossissage. La deuxième étape qui est, il y a quelqu'un de chez vous qui prend le lead, le temps de trouver le ou les fondatrices qui vont venir à bord. Ça permet d'exécuter très rapidement, et ça effectivement c'est un des gros enjeux quand le marché bouge si vite. Et après, comment se passe la relation justement avec le corporate? Vous vous voyez régulièrement?
régulièrement, de manière opportuniste? Il y a des choses structurées, pas structurées? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, il est au board et tous les 2 mois en général. Donc sont présents au board, bien évidemment, les entrepreneurs à la tête, une personne de 3 fondés, une personne ou 2 côté corpo, qui sont des investisseurs parce qu'ils ont mis l'argent du tour de seed. Et on peut, grâce à leur présence aussi, aller chercher des synergies un peu opérationnelles, mais c'est cerise sur le gâteau. Et toujours un entrepreneur externe pour apporter justement une vision fraîche et une expertise sur le secteur sur lequel on est. Ça se rapproche un peu de la démarche qu'on a nous comme investisseurs purement externes, et c'est intéressant. Hein. Du coup, vous avez la grosse liberté d'action, j'imagine, qui vous permet d'avancer vite, et le corporate est là, tu l'as dit, hein, un peu comme financier, éventuellement pour faire du business dans la mesure du possible, mais finalement c'est pas ça le cœur du sujet, et j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles vous arrivez à sortir autant de projets par an. J'avoue que je suis assez stupéfait par le nombre, que je trouve assez élevé. Dans ces 6-7 projets, alors vous en avez plus en portefeuille de mémoire. Est-ce que sur un exemple typique, oui, tu peux nous donner voilà, concrètement ce que ça donne, un exemple que tu trouves intéressant? Avec un cabinet d'avocats qui s'appelle Auguste Debouzy, qui est un des plus gros cabinets d'avocats français. Je peux te détailler ce cas, parce que c'est assez rigolo, quoi. Je pense que celui-là est assez représentatif. Donc c'est pas que des boîtes du CAC 40, c'est un des plus gros cabinets d'avocats d'affaires. Ils sont venus nous voir en disant on a une idée. En même temps, on a construit un cabinet qui fait pratiquement 100 millions d'euros de chiffre, donc on est un peu entrepreneur. En même temps, on a fait à peu près, je crois que c'était 17% des deals des licornes françaises via Auguste Debouzy. Donc on connaît un peu la tech. Et là, notre idée, donc ils sont venus nous présenter cette idée-là. Au bout de 2 mois, on est revenu les voir en disant votre idée, on n'y croit pas. On va vous expliquer pourquoi. Par contre, on a mis une petite ampoule à côté. On a dit là, on a vu la lumière à côté. Il y a un truc sur lequel nous on est prêt à aller au combat. Et on leur a expliqué. Et c'est là où on a donné naissance à Angelo, qui est une legal tech, une startup qui est incroyable. Alors franchement, après, quand je l'aime bien, je le dis, c'est le cas, même si je suis un peu jugé parti sur celle-là. On a identifié que toute la partie de gestion des contrats pour les TPE, PME, il n'y avait pas d'acteurs, quoi. Les grandes boîtes ont des outils, les moyennes, des trucs un peu old school, mais les petits, à part l'expert comptable, l'avocat ou le Google Drive, c'est un bazar de dingue. Donc a été écrit Angelo, qui permet de créer des contrats en quelques secondes, de les signer, de gérer la négociation, de les archiver, d'avoir l'alerting, maintenant d'avoir un peu d'IA dedans pour générer des clauses à la volée sur tous les sujets très spécifiques. Et l'UX c'est dingue, et la boîte a une super traction. Une fois qu'on s'est mis d'accord avec eux qu'il y avait une opportunité de marché, on a opéré notre modèle, on a mis en ligne une V1 avec un entrepreneur qui a porté le projet. Puis on est allé chercher Pierre Marchès, qui est un serial entrepreneur qui a pris le rôle de CEO et qui aujourd'hui est fondeur de la boîte avec de nouvelles personnes qui le rejoignent à la tête de la société. C'est hyper intéressant. Alors évidemment parce que c'est la partie software, évidemment parce que j'ai eu la chance de voir le lancement en ligne. Vous avez fait pas mal de communication autour de ça il y a quelques jours avant notre enregistrement, et ça me fait évidemment penser au fameux dilemme de l'innovation, où ce genre d'initiative en interne est quasi impossible à lancer, et vous permettez finalement à des acteurs qui sont successful dans leur domaine et de taille plutôt significative d'arriver finalement à lancer ce genre de projet à l'extérieur, hein, pour le coup, mais quand même, donc c'est assez impressionnant. Une boîte aujourd'hui, CAC 40 ou ETI, SBF 120, qui veut lancer quelque chose, soit le faire en interne, globalement ça va prendre 2-3 ans, ça va coûter cher, ça consomme la ressource, et après voilà, mais soit elle fait appel à un partenaire extérieur, un cabinet de conseil, et ça va coûter très cher, et voilà. Soit elle fait appel à une agence marketing qui est son agence, ils vont mettre en ligne un site, mais ils mettent pas en ligne un business, ils mettent en ligne un site, ils gagnent le Grand Prix stratégie, qui run la boîte, ils pensent matin, midi et soir, et prêt à y consacrer ses nuits, ses week-ends, parce qu'il est engagé, il est honneur du truc, il a de la captable. C'est pas du tout la même dynamique. On arrive à dérisquer des sujets, réduire le tempo opérationnel, et jouer vachement de l'effet réseau, que tu sais qui est dans un écosystème est important, pour aller chercher tous les shortcuts pour opérer le plus vite possible. C'est un autre ADN. C'est ça qui est assez impressionnant, parce que finalement c'est un modèle, on voit bien les différentes cases. T'as dit le réflexe habituel, c'est plutôt de faire en interne avec plein de limites. Ça peut être d'investir en direct ou à travers des fonds, comme nous on peut le faire pour certains de nos investisseurs. Et puis il y a effectivement cette case qui était un peu laissée vacante en fait, et que t'explores. Ça c'est hyper intéressant. Et justement, t'as mentionné notre ADN très assurance évidemment. Et à ma connaissance, vous n'avez pas encore lancé de projet dans ce domaine-là. Pourquoi? Est-ce que c'est sur votre feuille de route, ou il y a quelque chose de moins intéressant dans l'assurance? Ce que je pense pas, évidemment. On est en train de lancer, donc déjà avec une banque, 2 nouvelles startups. En compagnie d'assurance, on est en discussion, pas encore avancé, mais en discussion
bien initié pour lancer quelque chose dont je ne peux pas parler. On te réinvitera pour nous parler du projet lorsque tu pourras en dire plus, mais donc c'est cool de voir que effectivement le modèle se réplique aussi dans le domaine de l'assurance, ce qui n'est pas tellement une surprise parce qu'il y a encore évidemment plein de choses à faire. Même dans le domaine avec les contraintes réglementaires dont on est obligé de s'y plier, on essaie toujours de garder un état d'esprit un peu à challenger tout ça, être hacker. Est-ce qu'il n'y a pas un autre raccourci pour opérer? Est-ce que pour avoir telle autorisation dont on n'a pas là, est-ce qu'il n'y a pas une boîte à reprendre pour pas cher qui nous permet de réduire l'inertie qui est de 12 mois, obtenir ce label en 3-4 mois? Est-ce qu'il n'y a pas une version dégradée à lancer pour opérer avant d'être ceinture et bretelle surtout? Des fois, voilà, nous, notre rôle, c'est garder une impertinence. Après, on discute avec le corpo, dit non, ça, on n'est pas prêt à prendre le risque, mais on doit mettre sur la table, quoi qu'il arrive, même quand il y a une inertie, des solutions pour aller plus vite. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, toutes ces infos, et le modèle est clairement passionnant. D'ailleurs, pour vous qui nous écoutez dans l'assurance, je mets le lien évidemment vers 321 Funded, dans le cas où vous souhaiteriez échanger avec Patrick et ses équipes. Si vous avez des projets en tête, vous avez bien compris, 30% des projets vont pas au bout, mais sur 70%, ça débouche sur des choses intéressantes qui sont pas forcément l'idée de départ, mais qui sont hyper enthousiasmantes dans tous les cas. Merci beaucoup Patrick. Merci Florian, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.